Bienvenue à cette session tumeur cutanée de ce post-ASCO 2020 qui va donc être animée et discutée par le professeur Caroline Robert et par le docteur Jérémy Lupu. On va parler essentiellement, ou même peut-être que de mélanome, puisque c'était l'essentiel des nouvelles à cet ASCO. Caroline, on commence avec toi si tu veux bien. Oui, merci. On a partagé les choses en phase métastatique et après traitement plus précoce, adjuvant et néoadjuvant. Je vais commencer par les traitements dans la phase métastatique. Curatif, c'est quand on est très optimiste, ce n'est pas toujours le cas. Diapositive suivante, c'est moi qui les passe. Alors, donc, en thérapie ciblée, d'abord, on a l'update, enfin les résultats à plus long terme de cette étude qui nous donne la troisième combinaison de thérapie ciblée pour les patients qui ont une mutation de BRAF. Je vous rappelle que c'est 50% des patients atteints de mélanome. Et on avait la combinaison de Roche et de Novartis. Et maintenant, c'est Pierre Fabre et Arrey qui ont co-développé encorafenib, qui s'avère être un puissant anti-BRAF associé au binimetinib versus un anti-BRAF seul, vemurafenib ou encorafenib. On avait déjà une étude qui était positive, qu'on avait déjà vu publiée, mais maintenant on a l'update avec, j'arrive pas à faire passer les diapos, 4 ans de suivi et qui nous montre une confirmation de la supériorité, voilà, 26% de patients qui sont en survie ici à 4 ans. Donc c'est une confirmation, c'est pas une grande surprise, mais c'est intéressant parce qu'on a une troisième thérapie ciblée avec un profil de toxicité différent, donc c'est très bien. Une autre étude dont on apprend qu'au bout de 5 ans de suivi maintenant, on a des résultats qui restent très encourageants, c'est cette étude Keynote 006 qui comparait le pembrolizumab. Il y avait 2 doses différentes, mais vous savez que le pembrolizumab, les anti-PD1, enfin, il n'y a pas d'effet de dose versus l'ipilimumab. Et alors, ce qui était intéressant dans cette étude, c'est qu'au bout de 2 ans, on arrêtait le traitement dans le bras pembrolizumab et on a vu que malgré l'arrêt du traitement, beaucoup de patients étaient encore libres de progression. Ici, regardez la survie globale dans toute la population à gauche et dans la population traitée en première ligne à droite, 43% de survie globale à 5 ans. C'est des résultats qui confirment vraiment le bénéfice du pembrolizumab par rapport à l'ipilimumab et dans l'absolu. Et ce qui est intéressant, c'est de voir les patients qui ont arrêté le traitement, donc soit en réponse complète, soit en réponse partielle, soit en maladie stable. Bien sûr, les patients qui progressaient étaient sortis de l'essai. Et regardez à partir du moment où on arrête le pembrolizumab, la platitude des courbes de survie sans progression qui nous confirme que l'arrêt du traitement semble possible chez les patients qui ont une très bonne réponse, donc réponse complète, ce qui fait que maintenant, on n'a vraiment pas peur d'arrêter chez les patients en réponse complète quand ils ont été traités au moins 6 mois avec une réponse complète qui est confirmée. Mais même les répondeurs partiels, probablement là-dedans, il y a des répondeurs complets cachés avec des PET scans qui sont quand même négativés, même si au réciste, on ne peut pas vraiment dire qu'ils sont complets. Et la maladie stable, c'est un petit peu moins bon. On avait beaucoup de questions sur que se passe-t-il si on arrête et si le patient reprogresse. Alors c'est rare, mais ça arrive. Alors c'est un petit nombre de patients. On ne peut pas conclure en termes de pourcentage. C'est assez encourageant de voir que même sur ce petit effectif de patients, on a plus de 50% des patients qui répondent à un nouveau challenge d'anti-PD1. Donc ça vaut le coup de réessayer si le patient n'a pas d'autres possibilités thérapeutiques. Alors, le gros problème, en fait, c'est qu'est-ce qu'on fait quand les anti-PD1 ne marchent plus, que ce soit un patient qui n'a pas de mutation de BRAF, où là, on n'a pas de thérapie ciblée possible, ou même quand le patient a déjà échappé à sa thérapie ciblée anti-BRAF, anti-MEC. Est-ce qu'il vaut mieux donner un l'ipilimumab, qu'il n'a pas encore eu, ou est-ce qu'il vaut mieux donner, au risque d'être plus toxique, ipilimumab plus anti-PD1 ? Donc ici, on ne pourra pas avoir la réponse vraiment définitive parce que c'est un essai rétrospectif. Et ce n'est pas forcément les mêmes patients à qui on donne l'un ou l'autre parce qu'on a un peu plus peur des effets secondaires pour la combinaison. Mais regardez, c'est quand même intéressant. Les patients qui ont reçu IPI niveau, 32% de réponse objective versus 13% avec l'IPI seul. Ce qui est déjà intéressant, c'est que l'IPI seul, déjà en première ligne, il ne donne pas beaucoup plus que 13%. Donc ça a l'air d'être pas vraiment différent en première ou en deuxième ligne, mais on a beaucoup mieux avec IPI niveau, sauf que c'est peut-être des patients qui étaient en meilleure forme.
les réponses qui sont plus longues. Donc ça pourrait dire qu'on a plutôt un avantage à donner la combinaison. Et il y a un autre essai qui est, donc là ça nous montre la survie sans progression, pardon. Et quand on regarde, ça c'est intéressant aussi, la toxicité, vous voyez qu'elle n'est pas vraiment plus forte avec IPI seul ou IPI plus nivolumab. Donc cette peur des effets secondaires, peut-être qu'elle n'est pas vraiment justifiée chez ces patients en deuxième ligne. Ça, c'est une étude qui est prospective et randomisée, qui est intéressante, enfin qui n'est pas randomisée, qui est prospective, où on a le même profil de patients en échec d'anti-PD1 ou d'anti-PDL1, ou même qui ont pu recevoir avant des thérapies ciblées. Donc, c'est des patients très difficiles pour nous. Et là, on essaye de donner l'ipilimumab à une dose moindre avec le pembrolizumab. Et là, regardez les taux de réponse qui sont de 27%, donc très comparables à ce qu'on avait avec l'IPI-Nivo, avec un waterfall graph qui est quand même assez sympathique en deuxième ligne. Je vous rappelle que là, c'est vraiment des patients en situation critique. Donc, c'est un petit nombre de patients, mais ça nous donne envie de pouvoir utiliser cette combinaison en deuxième ligne. Et quand on regarde les toxicités, elles sont considérées, c'est toujours facile à dire quand on n'est pas le patient, mais comme relativement acceptables, avec 27% de grade 3 et plus. Alors, bon, on attend tous les résultats des combinaisons thérapie ciblée, immunothérapie. On a plusieurs essais et on a celle-ci, spartalizumab plus dabratramé, avec une petite cohorte de patients qui était la cohorte de sécurité initiale, de safety, et la cohorte de biomarqueurs. Donc en tout, si on analyse cette cohorte de patients qui est limitée à 36, qu'est-ce qui me paraît bien? C'est le taux de 44% de réponse complète, parce que d'habitude c'est plutôt 20%. On sait que les réponses complètes, même si ça a l'air d'être la palissade, c'est quand même ces patients-là qu'on retrouve dans le plateau de la courbe à 5 ans, que ce soit en thérapie ciblée ou en immunothérapie. Donc si on a plus que ces 20%, c'est bien. Si c'est vraiment 44%, ce sera bien. Attention, 36 patients, il faudra voir. Donc des taux de réponse qui sont élevés, mais c'est normal, la thérapie ciblée, ça donne des beaux taux de réponse initiaux. Des courbes qui sont assez sympathiques, bien moins dans les LDH élevés dans la partie inférieure du graphe, ça on le sait, mais c'est un peu trop tôt pour vraiment conclure sur ces courbes. Ce qui a été fait, c'est des recherches de biomarqueurs. On est à la recherche désespérée de biomarqueurs pour nos patients. Et ce qu'on trouve ici, ce n'est pas hyper original, mais ça pourra peut-être faire un marqueur composite plus tard avec d'autres marqueurs. Le taux de LDH, le ratio neutrophile sur lymphocyte, quand ça c'est élevé, ça ne va pas très bien. Il n'y a pas beaucoup de réponses complètes. Et parmi les 45 chimiokines ou cytokines qui ont été recherchées dans le sérum, c'est l'IL-8 qui ressort quand elle est élevée, associée à un mauvais pronostic. Ce n'est pas non plus hyper surprenant, c'est un facteur chimiotactique des neutrophiles. Aujourd'hui, je ne dirais pas que ça peut vraiment nous aider. C'est sympathique de voir que l'IL-8 descend, se casse la figure au cours du traitement, mais attention, on n'a pas le bras contrôle. Ce sera intéressant de voir si dans le bras sans spartalizumab, par exemple, ça descend moins. Donc, on aura le résultat de la phase 3, dont le design est montré ici. Ça, ce sera intéressant. Donc, la triplette, spartalizumab, dabratramé versus dabratramé seul. Mais on ne l'a pas encore, c'est dans quelques mois. Juste une dernière chose, ce qui manque de façon aiguë ici, c'est le bras immunothérapie. Parce qu'on est comparé à la thérapie ciblée. Et nous, ce qu'on voudrait voir, c'est est-ce que cette triplette, qui est quand même relativement toxique, elle fait mieux que IPI-Nivo. Merci beaucoup. On va peut-être en débattre ensuite. Dans les formes plus localisées, en situation adjuvante, néo-adjuvante, Jérémy, dis-nous ce qu'on a entendu à l'ASCO. Oui, alors je vais peut-être prendre le... Merci beaucoup. Donc actuellement, dans le mélanome, on a 4 essais positifs en situation adjuvante. On a d'abord l'ipilimumab 10 mg kg comparé au placebo pour les stades 3 opérés qu'on utilise guère plus pour cause de toxicité. Un essai avec le nivolumab versus placebo versus ipilimumab à cette dose 10 mg kg pour les stades 3 et 4 opérés qui montre un bénéfice du nivolumab. On a le pembrolizumab versus placebo pour les stades 3 opérés, avec un bénéfice du pembrolizumab, et les thérapies ciblées chez les patients mutés BRAF pour les stades 3 opérés. Et ce qui est rapporté
à l'ASCO cette année, c'est la survie sans récidive à 5 ans dans l'étude Combi-AD qui comparait donc les thérapies ciblées en adjuvant versus placebo pour une durée d'1 an chez les patients qui avaient un mélanome stade 3 opéré, BRAF muté. On voit donc les courbes de survie sans récidive avec un bénéfice des thérapies ciblées, 52% de taux de survie sans récidive versus 36% dans le groupe placebo, avec un hazard ratio de 0,51. Et j'attire votre attention sur le fait que les courbes se détachent assez vite, mais l'effet perdure, en tout cas semble perdurer dans le temps pour les thérapies ciblées en adjuvant. Alors là, c'est les études de sous-groupe et c'était à peu près comparable avec toutes les analyses, quel que soit le statut PDL1, le stade et la présence de micrométastases ou la localisation. En ce qui concerne l'immunothérapie en situation adjuvante, on a donc l'essai Keynote 054, qui était donc un essai adjuvant qui comparait le pembrolizumab en flat dose 200 mg pour une durée d'1 an versus placebo, sur les stades 3 opérés toujours, avec un design assez intéressant puisqu'on voit que en cas de récidive, l'aveugle était levé, avec, chez les patients qui étaient dans le groupe placebo, un traitement par pembrolizumab donc en cas de récidive, et chez les patients qui étaient déjà traités par pembrolizumab, à condition que la récidive ait lieu après 6 mois du traitement, eh bien, ils étaient rechallengés par pembrolizumab, ce qui permettait en fait une analyse en cas de récidive. Donc ce qu'on voit avec le follow-up à 3 ans sur les données de survie sans récidive, on voit une supériorité, un bénéfice du pembrolizumab en adjuvant versus placebo avec un hazard ratio là aussi significatif, 0,56, soit une réduction du risque de plus de 50%. De la même manière, les analyses en sous-groupe, quel que soit le statut PDL1, le stade ou la présence d'une mutation BRAF ou non, le bénéfice du pembrolizumab versus placebo persistait. Et donc là, si on se concentre chez les patients qui sont mutés BRAF, eh bien, dans le traitement, dans l'essai pembrolizumab versus placebo, on voit que bien sûr le pembrolizumab reste supérieur avec un hazard ratio à 0,51 et en cas de thérapie ciblée adjuvante, eh bien, finalement le hazard ratio est absolument identique. Autrement dit, il n'y a pas de supériorité du traitement par immunothérapie par rapport aux thérapies ciblées, même si évidemment c'est difficile de comparer deux essais. En tout cas, nous on discute avec chaque patient de la balance bénéfice-risque du traitement par immunothérapie ou thérapie ciblée et on choisit bien sûr en fonction. Alors, en ce qui concerne les traitements... Peut-être juste une question. Tu as mentionné que dans cet essai, les patients du bras pembro pouvaient être rechallengés par du pembro à la progression, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Les données ont été montrées ou peut-être pas encore? Alors non, pas encore. Donc on ne connaît pas encore l'efficacité de ce rechallenge. Ok. Tu veux dire du bras placebo? J'avais cru comprendre. Non, mais les deux, en fait. Dans les deux cas. Du bras placebo, tu avais un crossover. Oui, enfin, juste, j'ai cru que tu avais... avais... Oui, c'est ça. Mais aussi dans le du bras pembro, oui, s'ils avaient arrêté depuis suffisamment longtemps. Voilà. Mais on ne connaît pas encore l'efficacité de ce rechallenge. Ok. Donc néoadjuvant. Donc oui, en situation néoadjuvante. Donc on a laissé Opacine Néo qui cherchait à trouver la meilleure combinaison de doses avec IPI et Nivo en situation néoadjuvante pour les mélanomes stade 3. On avait 3 bras de traitement, un premier bras avec 2 injections IPI 3 niveau 1, un autre bras avec IPI1 niveau 3 également pour 2 injections, et puis un troisième bras avec 2 injections d'IPI suivi de 2 injections de Nivo avant chirurgie. Et finalement, la combinaison optimale qui a été retenue, c'était l'association IPI1 niveau 3, donc en néoadjuvant pour 2 doses, avec une toxicité grade 3-4 d'environ 20% et un taux de réponse pathologique, c'est-à-dire un taux de réponse tumorale à l'intérieur de la pièce opératoire qui a été retirée, eh bien, frôlait les 80%, donc c'était assez satisfaisant. Et donc, les données de survie sans récidive à 2 ans montrent que les patients traités en néoadjuvant ont un taux de survie sans récidive supérieur à 80% qui se maintient sans traitement adjuvant, c'est important de le noter, avec un lien entre la réponse donc anatomopathologique et le taux de survie sans récidive, puisqu'on voit que dans le groupe des patients qui ont répondu sur le plan anatomopathologique, c'est la courbe en vert, eh bien, un seul patient a récidivé, alors que chez les patients qui n'ont pas de réponse anatomopathologique sur la pièce opératoire, eh bien, plus de 60% vont récidiver.
Il y avait une étude complémentaire qui cherchait à déterminer la réponse pathologique sur le ganglion index. C'était le ganglion le plus large qui était repéré par un clip. Et donc, on a montré qu'après 2 injections d'Ipi-Nivo, eh bien, la réponse pathologique au sein du ganglion index était comparable au reste du bassin ganglionnaire retiré. Et donc, fort de ces données, a été présenté cette année l'essai Prado, qui est effectivement assez intéressant, avec un design que je vais vous présenter ici. Donc, c'est les patients qui avaient un mélanome stade 3 opérable, qui avaient donc les 2 injections d'Ipi-Nivo aux doses qu'on a mentionnées plus haut, avec la résection uniquement du ganglion index, c'est-à-dire le ganglion le plus large. Et ensuite, on analysait la réponse anatomopathologique. En cas de réponse pathologique complète ou quasi complète, c'est-à-dire moins de 10% de cellules tumorales viables, à ce moment-là, il n'y avait pas de chirurgie complémentaire qui était réalisée, ni de traitement adjuvant. En cas de réponse pathologique partielle, c'est-à-dire entre 10 et 50% de cellules tumorales viables, eh bien une chirurgie était réalisée qui n'était pas suivie d'un traitement adjuvant. Et en l'absence de réponse pathologique, à ce moment-là, il y avait une chirurgie puis traitement adjuvant selon le statut BRAF. On avait une toxicité qui finalement était attendue de l'ordre de 20% avec ce schéma low dose d'Ipi-Nivo. Et alors là, ce qui est très intéressant, c'est la réponse pathologique après 2 injections d'Ipi-Nivo. On voit que 71% des patients ont une réponse pathologique, donc après 2 injections d'Ipi-Nivo, avec près de 50% des patients en réponse pathologique complète. Et cette réponse pathologique, elle était sous-estimée par la réponse radiologique, puisqu'on voit que uniquement 45% étaient considérés comme en réponse radiologique, alors qu'ils étaient plus sur le plan pathologique. Et donc, cette stratégie guidée par la réponse pathologique, anatomopathologique, eh bien, elle a permis d'épargner, entre guillemets, chez 60% des patients, une chirurgie complémentaire et puis aussi un traitement adjuvant derrière. Donc en conclusion, on voit qu'en situation métastatique, les résultats sont prometteurs pour la triplette anti-BRAF, anti-MEK et anti-PD1, mais on attend toujours les résultats définitifs et on peut se poser la question de savoir si on a le bon bras contrôle, à savoir les thérapies ciblées ici, et peut-être aurait-il fallu faire contrôler par double immunothérapie. En situation d'échappement aux anti-PD1, on voit que la combo anti-PD1 ipilimumab est finalement le traitement peut-être le plus efficace. En situation adjuvante, on a une protection qui est durable et comparable entre l'immunothérapie ou les thérapies ciblées chez les patients mutés BRAF. Et enfin, en situation néoadjuvante, l'association Ipi1 niveau 3 pour 2 doses est prometteuse avec peut-être une prise en charge qui va être guidée par la réponse pathologique. Merci beaucoup, Jérémy. En pratique courante, hors essai thérapeutique, quelles sont vos indications, si vous en avez, de traitement néoadjuvant? Hors essai thérapeutique, on n'en fait pas beaucoup. On a des essais thérapeutiques, heureusement, et on va en avoir plus. Je pense que c'est extrêmement intéressant et prometteur, ce d'autant que ce sont quand on voit les essais de phase 3, n'oublions pas qu'on a des sentinelles positifs avec des tumeurs qui sont microscopiques. Là, on s'attaque à des tumeurs macroscopiques, donc ce sont les plus mauvais et néanmoins des résultats qui sont encourageants. Donc aujourd'hui, il nous arrive d'avoir des patients à la limite de l'opérabilité et on fait du néoadjuvant en se disant il est quasiment pas opérable et on verra si on l'opère après. On a très envie de le faire. Et pendant la période Covid, je crois qu'on a mis un peu plus de patients aussi sous traitement systémique en n'ayant pas mauvaise conscience. Bien sûr. Ouais. Ok. Mille merci à tous les deux. Très informatif. Encore des bonnes nouvelles pour les patients atteints de tumeurs cutanées. Merci beaucoup.